Bonjour à tous. Donc je continuerai à accepter les nouveaux arrivants au fur et à mesure. Bienvenue à ce webinaire chez SSK Formation de l'épaule conflictuelle en 2024. Donc on va parler de l'épaule avec nos deux intervenants ce soir. On a Corinne Ribaud. Salut Corinne. Et Bonjour. salut. Et Mathieu Gessan. Donc salut Mathieu, ça va? Bonjour. Ouais. Bonjour à tous. Donc Corinne, tu es kinésithérapeute depuis un certain temps, apparemment Oui, 85, c'est ça, hein, ça fait 40 ans que tu fais de la thérapie manuelle, tu es spécialisé dans l'épaule, tes références à la rééducation de l'épaule à la clinique Fontvert à Avignon, hein. Fontvert, c'est ça, Fontvert à oui, Avignon. à la clinique Fontvert. Donc tu fais aussi des formations chez SSK Formation sur le... Alors excusez-moi 2 secondes, est-ce que tout le monde peut bien couper son micro? Parce qu'on vous entend en fond. Voilà, tout le monde peut couper son micro, merci, merci. Oui, tu fais des formations chez SSK Formation sur le complexe de l'épaule depuis des années. Oui, Il y a 3 niveaux, un niveau 1 sur 3 jours, un niveau 2 sur 2 jours et un niveau 3 aussi sur 2 jours. Donc ça fait pas mal de jours de formation. Donc c'est une formation qui est très complète. Alors excusez-moi à tous là, il faudrait vraiment couper vos micros. Je ne sais pas si vous m'entendez. Coupez vos micros. Est-ce que je peux couper les micros de tout le monde là? Bon, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne sais pas si j'arrive à couper les micros de tout le monde, mais j'ai peur de couper les vôtres, Corinne et je Mathieu. crois que je vois le nom d'un micro qui bouge. Hmm. C'est Sophie Marty. Je sais pas si elle entend. Voilà. Ça y est, elle l'a éteint. Merci Sophie. Ok. Notre autre intervenant, Mathieu Gessan. Toi, tu es kinésithérapeute aussi, depuis un petit peu moins longtemps, je crois, que Corinne, mais depuis quelques temps Un petit aussi. peu, ouais. Un peu plus jeune, oui. Ouais. Un peu plus jeune, c'est Et ça. donc, tu es kiné du sport, tu as un DU de kiné du sport, un DU universitaire d'analyse de la biomécanique de la performance sportive. Tu es diplômé aussi en urgence et soins de terrain en milieu sportif. Et tu t'occupais du rugby de Saint-Étienne. Et maintenant, je crois que tu es au foot de Saint-Étienne tous les après-midi. C'est ça, Donc, avec tu les jeunes. es très spécialisé dans le sport. D'ailleurs, tu pourras nous raconter un petit peu où tu es. Là, je vois Centre Orthéo. C'est ton cabinet, c'est ça? Ouais, je suis en direct du Ouais, cabinet, oui. en direct du câble. Tu fais des heures sup. Euh, tous les deux, donc Mathieu, toi aussi, tu interviens chez SSK Formation avec une formation spécifique sur l'épaule du sportif, hein, sur 2 jours. Et tu interviens aussi dans la formation longue de kiné du sport sur 3 jours dans le dernier séminaire. C'est ça, ouais. Euh, donc merci à tous les deux d'être là ce soir. Vous allez nous parler de l'épaule conflictuelle en 2024. Alors tout d'abord, je vais laisser la parole Ah oui, j'oubliais, du coup, toutes vos formations font partie de la spécificité chez SSK reconnue par le CNO. Donc si on fait toutes les formations de l'épaule, plus d'autres formations sur le membre supérieur, on peut se spécialiser et avoir la spécificité membre supérieur. Tout à fait. Donc je vais te laisser la parole, Corinne. Tu peux te présenter si j'ai oublié certaines choses et puis je te laisserai débuter. Ah non, pardon, je voulais laisser la parole à Mathieu, je crois d'abord. Je vais Je crois que laisser. vous voulez que je me présente Ouais. d'abord et ensuite, Oui, je te laisse la parole, Corinne, je crois que et c'était ça. Mathieu commencera Donc, le. bonsoir à Mm. tous. Mm. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis venue donc avec Mathieu vous parler de l'épaule conflictuelle en 2024. Donc, je vais surtout vous parler de mon expérience professionnelle, puisque ça fait maintenant 40 ans que je travaille et que je fais de la thérapie manuelle. J'ai la chance de travailler dans une clinique SOS Main où les chirurgiens m'ont permis
de faire mes techniques sous arthroscopie pour pouvoir améliorer les techniques. Et j'ai pu disséquer des membres supérieurs complets pour faire les liens avec la main, avec le coude, etc. Ce qui m'a permis de faire d'autres techniques pour libérer complètement le membre supérieur dans le but d'éviter que le conflit sous-acromial revienne, puisqu'on a vu que si on libérait pas toutes les articulations, il y avait toujours un frein quelque part qui malheureusement recréait ce conflit. Et évidemment, Mathieu nous parlera de ce qui est très important, c'est l'équilibre musculaire et le renforcement musculaire qui suit cette libération articulaire. Voilà, en gros. Alors Mathieu, je te laisse te présenter. Oui. Donc bonsoir à tous. Donc Mathieu Gessan, je suis sur Saint-Étienne. Donc comme tu l'as un petit peu évoqué, j'ai une activité qui est mixte. Donc je partage mon temps, on va dire les matinées sont au cabinet avec trois quarts de mes patients qui viennent pour des problématiques d'épaule. Donc ça va du patient entre guillemets lambda jusqu'au sportif de moyen niveau à haut niveau. Et ensuite, les après-midi, là, je suis plutôt au niveau du foot. Et au niveau du foot, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup de problématiques au niveau des épaules. Okay. Donc, je pense qu'on va rentrer dans le vif du... C'est ça. Il y en a un petit peu moins qu'au rugby de manière générale et un peu moins d'épaules, ouais. Ok, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet, Mathieu. Oui. Ouais, on va servir un petit peu de PowerPoint pour illustrer et vous allez voir donc on va pas mal se renvoyer un petit peu la balle avec Corinne. On a des sensibilités, je pense peut-être similaires, différentes. Enfin voilà, ça va nous permettre un petit peu d'animer les échanges et les débats. Voilà, et puis peut-être de pouvoir répondre ensuite aux questions, peut-être avec des nuances entre nous ou pas. On verra. Voilà, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à me poser des questions sur le chat et j'essaierai de les poser aux intervenants au fur et à mesure. Ou si vous gardez les questions pour la fin, il y aura un petit temps pour répondre aux questions à la fin. Ok. Alors, vas-y Mathieu. Je vais vous lancer le diaporama. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça a l'air, oui, ça a l'air, Mathieu. Ouais. Tu peux y aller. Donc voilà, l'objet un petit peu de cette soirée, c'est de faire un état des lieux, on va dire en 2024, au niveau de l'épaule conflictuelle. Donc on va se concentrer, on va dire, sur 3 types de conflits. Et après, pareil, on amènera un petit peu des nuances et on vous expliquera comment on peut les traiter, comment on peut les bilanter. Donc on va passer, je pense, beaucoup de temps sur le conflit antéro-supérieur ou sous-acromial. Après, on parlera également, et peut-être que là, je laisserai un peu plus la parole à Corinne sur le conflit antéro-inférieur ou coraco-huméral. Et ensuite, peut-être que je parlerai un petit peu plus du conflit postéro-supérieur, parce qu'on verra que ça va quand même toucher une population qui est un petit peu plus sportive. Donc, déjà, si on fait un petit rappel au niveau de la définition, donc le conflit, c'est une rencontre un peu d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. Dans le terme anglo-saxon, donc ça va être plutôt l'impingement. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle un empiètement, une extension progressive. Donc on verra, je voulais revenir un petit peu sur ces définitions, on va dire, de la littérature, parce que l'on sait à l'heure actuelle que la communication est importante, et on a des patients qui vont arriver et qui vont nous dire, j'ai un conflit, je sors du médecin, je sors du chirurgien, j'ai un conflit, et le mot conflit, il n'est pas très très positif. Un conflit, c'est une guerre, c'est une bataille, donc c'est le bazar dans l'épaule. Si en plus le chirurgien a commencé à donner un petit peu des explications, en disant c'est votre acromion qui frotte, etc., ici la kiné, voilà, on sait que si ces attentes ne sont pas positives, entre guillemets, la rééducation, ça risque d'être plus compliqué et on va avoir des résultats qui seront peut-être un peu plus décevants. Donc c'est pour ça qu'il y a... Donc je vous en parlerai, on va dire que le mot conflit sous-acromial, il était remplacé un peu au niveau de sa définition. Et maintenant, on parle plutôt de tout ce qui est douleur sous-acromiale, ou certains auteurs ils vont l'appeler douleur en lien avec la coiffe, ou syndrome sous-acromial. Je trouve que c'est des appellations qui sont un peu plus intéressantes, notamment pour nous en kiné, parce que tout ce qui est, on va dire, syndrome, c'est un regroupement de signes, de symptômes. Donc ça a moins cet effet néfaste et négatif que le mot conflit.
Ça me dérange pas, moi, quand on discute entre médecins, d'utiliser encore le mot conflit, médecin, chirurgien, même entre kinés. Voilà, je pense que c'est plus, il faut être prudent et faire attention à la communication, surtout qu'on va avoir avec les patients, parce qu'ils vont essayer aussi de comprendre leur pathologie et ils vont aller sur Internet, taper, voilà, et on trouve des bonnes explications, mais pas toujours. Donc on va revenir cette fois un petit peu au niveau de l'historique. Donc le terme conflit sous-acromial, il a été décrit dans les années 70. C'était le docteur Charles Nier, donc qui était chirurgien. Et à l'époque, et voilà, c'était une vision, on va dire, qui était purement mécanique. Donc il y avait une compression de tissu mou, donc dans l'espace sous-acromial, soit de tendons, soit de bourse, et qui était comprimé entre l'acromion et l'humérus. Donc ça a fait un peu un tour dans la tête des chirurgiens et des médecins, on va dire, et on en parlera un petit peu après aussi des kinés. Et ils se sont mis à opérer, à faire un nombre important d'acromioplasties avec des résultats plus ou moins importants. Ensuite, il y a eu, par la suite, il y a eu beaucoup de publications parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, on retrouvait pas beaucoup de choses dans la littérature au niveau de la rééducation, de la kiné. Donc c'était surtout, on va dire, les chirurgiens qui publiaient, les radiologues. Donc dans les années 80, il y a eu une classification qui a été aussi mis au point. C'est par le docteur, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. La classification de Bigliani, pardon. Donc la classification de Bigliani, là que je vous ai mis type 1, type 2, type 3, type 4, voilà, qui définit un peu le type d'acromion. Et il y a notamment le type 3 qui est dit acromion agressif, crochu, voilà. Donc au départ, l'idée c'était que si tu as un acromion agressif, crochu, tu as un risque beaucoup plus important de développer des tendinopathies, des bursites, voire plus tard des ruptures de tendons, des ruptures de coiffe. Donc voilà, il y a eu des preuves, il y a eu beaucoup d'articles qui ont prouvé qu'il n'y a pas de lien entre la forme de l'acromion et les symptômes. Donc ça, c'était intéressant. Et après, au niveau des acromioplasties, il y a eu beaucoup d'études entre les années 90 jusqu'à 2000. Et notamment, là, je vous ai publié l'étude de Baird. Donc c'est une étude qui est intéressante parce qu'en fait, c'est une étude qui est randomisée en double aveugle. Et c'était, je crois, 50 chirurgiens qui participaient avec un nombre important de patients. Et en fait, il y avait 3 groupes. Donc c'était un groupe qui subissait une décompression. Donc une décompression sous-acromiale, ce qu'on appelle l'acromioplastie. Il y avait un groupe qui subissait une arthroscopie, donc c'était, ils ouvraient, ils regardaient, ils touchaient à rien, ils refermaient. Donc on va dire plutôt une chirurgie placebo. Et il y avait un groupe là sur la courbe en vert qui recevait pas de traitement chirurgical, mais par contre qui avait un traitement de physiothérapie, de kiné classique. Donc on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas eu d'amélioration entre les deux groupes, notamment les deux groupes chirurgicaux, que ce soit une arthroscopie, donc on touche à rien, ou alors une décompression sous-acromiale. Donc déjà, c'est un petit peu l'article de référence qui a permis un peu de changer les idées, et aussi au niveau de la kiné, parce qu'en kiné, on s'était basé un peu sur ces protocoles, et nous, qu'est-ce qu'on essayait, que ce soit en thérapie manuelle, que ce soit au niveau des protocoles de rééducation active, avec, vous avez sûrement entendu parler un petit peu le travail des abaisseurs, et le but c'était d'abaisser la tête, de venir décomprimer l'espace sous-acromial avec nos mains, en renforçant, etc. Donc ça, ça a permis aussi de dire, il n'y a pas que la chirurgie qui est intéressante. On verra que la chirurgie n'est pas à jeter non plus. Elle peut être à intervenir un peu en cas d'échec au niveau de la rééducation, quand on va dire il y a eu échec de rééducation ou d'infiltration. Donc du coup, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Est-ce qu'il faut opérer tous les gens qui ont des syndromes sous-acromiales? Et surtout pas. La rééducation, elle va avoir sa place. Il va falloir essayer d'avoir, on va dire, un discours qui est positif, essayer d'expliquer un petit peu aux patients comment on va pouvoir les emmener en rééducation. Et après, je vous expliquerai à travers le bilan, à travers un petit peu les exercices, qu'il va falloir essayer de personnaliser nos soins parce qu'un conflit sous-acromial n'est pas le même chez tous les patients. Donc, faire les mêmes exercices à tous les patients qui ont un conflit sous-acromial, c'est pas terrible. C'est un peu marmiton, une recette malheureusement qui n'est pas toujours miracle. Donc, on parlera aussi un petit peu des diagnostics différentiels et vous verrez, on en discutera aussi avec Corinne. Donc au niveau du bilan, puis après je redonnerai un petit peu la main à Corinne. Donc on va avoir une combinaison de tests ou de clusters. On sait maintenant, on l'a tous un peu vu à l'école ou dans les formations, que les tests ils sont pas pathognomoniques. Si quand tu testes le test de Job, par exemple, tu vas pas tester un tissu, tous les tissus sont plus ou moins imbriqués dans l'épaule. Donc voilà, ce qui est plus intéressant et pour être un peu plus précis, on va utiliser des clusters de tests, donc des regroupements de tests.
Et au niveau des douleurs sous-acromiales, donc ça, c'est les travaux d'Egedus. Donc, il y a 4 tests qui ressortent. Donc, c'est un test de Job, test de Hawkins et ou de Neer, un arc douloureux. Donc, on verra les gens qui ont des douleurs sous-acromiales, et ben souvent, ils vont avoir des douleurs qui vont se situer entre 60, 100, 110 degrés. On vous expliquera pourquoi. Une rotation externe aussi qui est douloureuse. Donc, quand on va avoir cet ensemble de symptômes en dehors d'un traumatisme, et on en parlera après quand on a fait un diagnostic différentiel, on peut affirmer voilà, qu'on a des douleurs sous-acromiales ou un syndrome sous-acromial. Voilà. À vous de trouver le terme qui vous convient. Je pense qu'il n'y a pas de vérité. Je vous ai expliqué qu'il fallait peut-être éviter le terme conflit. Mais après, à vous de voir dans quel terme vous convient le plus pour expliquer à vos patients. Ensuite, une fois qu'on a déterminé ça, il va falloir mettre en place la rééducation. Et après, là, je vais passer un petit peu la main à Corinne qui va vous parler de la rééducation, de la thérapie manuelle, puis on se fera un peu des petites passes entre nous. Ok, donc je vais peut-être mettre moi aussi mon PowerPoint, du coup, en route. Donc, il faut que j'aille le chercher là. Voilà, hop. Voilà, donc Alors, ça, clique sur le point. Ouais. diaporama à partir du début. Donc, moi, je vais parler aussi de l'épaule conflictuelle. Donc, Mathieu nous a présenté les différents types de conflits. Donc, moi, je suis essentiellement thérapeute manuel et j'ai eu la chance de pouvoir faire les techniques sous arthroscopie et sur des membres supérieurs complets en dissection. Donc, j'ai essayé de rechercher les techniques pour libérer au mieux l'articulation et permettre ensuite ce travail d'équilibre musculaire dont Mathieu nous parlera après. Donc, le but de la thérapie manuelle, finalement, c'est de retrouver un ballon harmonieux, tissulaire, au niveau musculaire et au niveau de l'articulation. Donc, il faut comprendre un petit peu l'évolution humaine. Nous étions en quadrupédie et nous nous sommes verticalisés. Donc, le membre était en appui avec la scapula dans l'axe de l'humérus, vertical au-dessus de l'axe. Et le fait de s'être verticalisé, la scapula s'est frontalisée, mais pas complètement, puisqu'elle est sur le thorax qui est arrondi. Et elle a créé un angle au niveau de tous les éléments, notamment fibreux, capsulaires, tissulaires. Et on voit également que les muscles articulaires, qui sont le long triceps et le long biceps, se sont pour l'un mis dans l'articulation en angle droit pour descendre dans la gouttière bicipitale et l'autre s'est détendu. Donc, ce qui fait que ça pose des problèmes sur les tensions musculaires. Donc, le principe, ce sera, en tout cas dans la finalité, retrouver un alignement de tous les segments, qui soient articulaires, osseux ou musculaires. Donc, si on voit le pilier de l'omoplate, le trépied de l'omoplate, qui est l'unité scapulo-claviculaire, on s'aperçoit donc que ce trépied a un seul point de contact osseux avec le thorax, et ce trépied va supporter un plateau qui sera la glène. Donc, si ce trépied n'est pas équilibré sur le thorax par des tensions musculaires déséquilibrées ou par des adhérences, des plans de glissement, la glène supportant la tête humérale va avoir un déséquilibre sur ce trépied et entraîner donc certainement des centrages articulaires avec des conflits au niveau de l'espace sous-acromial. Donc, on voit qu'il va s'ouvrir et se fermer en fonction des gestes, notamment là, les gestes sportifs. C'est indispensable
pour que l'utilisation de l'épaule soit correcte. Donc, on va absolument rechercher à libérer toutes les articulations, les vraies, donc sternocostoclaviculaire, acromioclaviculaire, et le plan de glissement scapulo-thoracique qui est indispensable pour permettre d'avoir ce bon trépied. Le trépied va supporter tout le membre supérieur puisqu'il supporte l'humérus, les chaînes radiales ulnaires et évidemment les colonnes de la main. Et donc, comme le membre inférieur, on va pouvoir travailler soit en chaîne ouverte, soit en chaîne fermée pour rééquilibrer toutes ces articulations. Donc, je reparle du conflit sous-acromial comme nous a expliqué tout à l'heure Mathieu. Donc, effectivement, il va y avoir un conflit supérieur, comme nous l'a présenté tout à l'heure. Ce sera donc le conflit qui est objectivé par la manœuvre de Neer. Il y a Hawkins qui va nous présenter le conflit antéro-interne et Mathieu nous parlera du glénoïdien postérieur qui est donc un conflit à la partie postérieure de l'épaule. Donc on a parlé tout à l'heure avec Mathieu aussi de cette fameuse voûte, mais en fait en fonction des morphologies, nous kinésithérapeutes, nous aurons des résultats plus ou moins efficaces en fonction de la forme de la tête humérale. Par exemple, là, sur la première image, la tête humérale est petite et l'angle de la voûte est obtus. Donc, il va y avoir une instabilité et donc, on va avoir un risque d'instabilité plus important. Après, il y a le risque, les groupes des ruptures où la tête humérale est très imposante avec une voûte aiguë. Et là, malgré notre rééducation, qu'elle soit en thérapie manuelle avec un bon travail musculaire d'équilibrage dessus, il va y avoir un risque de rupture de coiffe. Donc là, ce sera effectivement plutôt chirurgical. Et sinon, nous, évidemment, dans la rééducation, on sera vraiment les plus intéressants sur l'impingement, comme a parlé Mathieu tout à l'heure aussi, où il y a donc cette compression de l'espace sous-acromial. On voit également l'intérêt du placement de la scapula sur le cricostal. Dès qu'on a des dyskinésies, on en parlera tout à l'heure, on va avoir donc une voûte qui va se fermer vers l'avant et ça va donc accrocher plus rapidement la tête humérale sous cette voûte dans les mouvements d'élévation. Donc, je vous parle des décentrages articulaires puisque c'est important que la tête reste centrée sur l'articulation dans le mouvement. Donc, souvent, les muscles superficiels du tronc vont entraîner la tête humérale en ascension. Et du coup, dans l'élévation, la tête va aller buter contre la voûte sous-acromiale au niveau de l'acromion et comprimer donc tous les éléments fibreux qui sont la bourse séreuse et la coiffe des rotateurs. Ensuite, il va y avoir un décentrage rotatoire en spine. Donc, c'est lorsqu'on va faire une élévation antérieure en rotation interne, il va y avoir un blocage de la tête humérale sur la surface articulaire en arrière sur la glène. Elle ne va pas pouvoir faire un roulement antérieur et du coup, lors de l'élévation en abduction, la tête humérale accroche rapidement sur la voûte. Et donc, je laisserai parler Mathieu tout à l'heure, puisqu'il a dit qu'il en parlerait, du décentrage postéro-supérieur. Mathieu, tu as quelque chose à dire ?
Ouais, je vais me faire un peu, entre guillemets, avocat du diable. Donc, voilà, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. On va dire que c'est les bases anatomiques, biomécaniques. Et après, bah voilà, l'être humain, c'est une mécanique humaine avec toute la complexité. Donc, Mhm, moi, très honnêtement, et je pense que c'est ce qui va être intéressant ce soir, c'est qu'on va amener des nuances. Je mhm. fais moins de thérapie manuelle. J'en ai eu fait Oui. beaucoup. Et maintenant, j'utilise voilà, plus comme on va dire, un outil que j'ai à disposition. Et j'essaie des moments de le mettre. Après, voilà, j'ai plus maintenant ce modèle un peu biopsychosocial avec tout ce qui peut intervenir autour. Et je sais pas si c'est bien, pas bien, hein, Mhm. mais voilà, mécaniquement, j'ai même enlevé le squelette dans la salle de kiné. Avant, je passais beaucoup de temps à expliquer aux patients. Et en fait, je me suis rendu compte quand tu commences à leur parler un peu de blocage, de décentrage, des choses comme ça, et ben eux, tu les rends un petit peu dépendants. Et je préfère maintenant leur donner un petit peu des outils, on va dire entre guillemets, qui peuvent reproduire, qui les rassurent. Et voilà, une épaule, il faut l'assouplir. Bon, Une épaule. après, évidemment, hein, tout ce que tu dis là, moi je le fais aussi, Hmm. mais après avoir libéré l'épaule, parce que une épaule qui n'est pas libérée, c'est très difficile de faire un travail actif dessus s'il y a des douleurs et des compensations par blocage articulaire, des tensions tissulaires qui sont présentes, quoi. Donc, Hmm. bon, je pense que finalement, on va aller dans le même sens. Mais je pense, moi, que c'est très important de libérer les articulations avant de faire un travail musculaire. Voilà. Ouais, c'est surtout sur l'épaule, hein, on le sait, c'est Sur le l'épaule, prérequis. tout à Voilà, on va dire fait. que c'est le prérequis, c'est la mobilité. Mm. Après, la mobilité, si t'as pas de contrôle moteur, si t'as pas, on le sait tous que ça, entre guillemets, ça sert à rien. Mais voilà, Ouais, avant de non, commencer, il faut avoir cette mobilité, il faut la valider. mm. Après, quand on regarde un peu dans la littérature, pendant des années, la thérapie manuelle, elle a pas eu bonne presse parce que je pense que c'est compliqué de faire des études de bonne qualité sur la thérapie manuelle. La thérapie manuelle, elle n'est pas Instagrammable. Donc, on est Mhm. souvent un peu dans les extrêmes. C'est-à-dire que entre guillemets, les nouvelles générations de kinés, la thérapie manuelle, ça sert à rien, c'est has-been, etc. Alors que non, c'est un pilier de notre profession et qui, pour moi, hein, il faut mettre Je les pense que mains, hein. ça va revenir. Ça va revenir. Ouais, ça, de toute Ça façon, Il y a ça un vient, reviendra. ça dysfonctionnement vient et ça revient. sur, Mais voilà, sur il faut savoir, tout, en je fait. pense, l'utiliser au bon moment. Donc c'est ça Mm. qui est intéressant avant d'aller Tout chercher à fait. peut-être autre chose. Tout à fait. Mm. Après, pour revenir les termes de tout ce qui est décentrage, etc., c'est franco-français, mais en fait, si on le regarde un petit peu, ça correspond souvent dans la littérature au terme ils emploient plutôt glide, glissement, quoi, en anglais. Donc Oui, voilà, il peut y après, avoir des différences. c'est des glissements, des mouvements. En fait, Voilà. la biomécanique de l'épaule, c'est des mouvements associés qui ne le sont plus. Donc, par exemple, si tu prends une surface convexe sur une surface concave, c'est la loi convexe-concave, il va y avoir un glissement inférieur associé à l'élévation. Et en fait, c'est des roulements, etc., que tu dois absolument retrouver pour avoir euh, un équilibre de la tête humérale sur la glène pendant tous les mouvements, en fait. Si tu n'obtiens pas ça, si elle reste bloquée vers l'avant, chaque mouvement sera arrêté Mm. rapidement au niveau mécanique, c'est sûr. Donc Après, après, je pense que tu m'arrêtes, hein, Corinne, parce que c'est vraiment toi qui, on va dire, qui est ouais, spécialiste en thérapie manuelle. Mais moi, je le vois plus comme on nous l'a peut-être appris en thérapie manuelle, on va dire complètement passive, où le patient il est amorphe, limite cadavérique, comme tu nous as montré. Et en fait, non, le but, c'est de le guider avec nos mains, de réimprimer. Et après, la finalité, c'est un contrôle neuromoteur. C'est-à-dire que et c'est je ces suis tout muscles qui à font fait le bon d'accord avec mouvement. toi, Et... hein, Mm. ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que bon, là, je vous parle de la thérapie manuelle, puisque toi, tu fais la partie active, mais c'est évident que dès la première séance, on travaille déjà sur le schéma, sur l'utilisation du membre supérieur. Souvent, ils ont des schémas moteurs complètement inversés. Ils vont utiliser le triceps pour faire l'élévation du membre supérieur et ça leur bloque tout de suite le mouvement. Après, il y a beaucoup, beaucoup de choses, effectivement, qu'il faut faire en plus de la thérapie manuelle. Mais si on ne la fait pas, effectivement, lorsqu'il y en a besoin,
avant de faire l'actif, le résultat n'est pas bon. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent dans mon cabinet. Ils ont fait énormément de séances chez des kinésithérapeutes et qui font beaucoup d'actifs. Mais du coup, le résultat n'est pas bon parce que l'épaule n'est pas capable de supporter cet actif parce qu'elle est en déséquilibre au niveau des tensions musculaires. Il y a des rétractions, il y a des capsules qui sont hypoextensibles. Enfin, voilà, et c'est ça qui bloque, je pense, le problème, enfin, qui est le problème. Voilà. Corinne, je ne sais pas si tu voulais nous parler peut-être comment corriger les décentrages rotatoires, nous Oui. expliquer un petit peu Après, que je cela... continue mon ouais. PowerPoint du coup un petit peu. Donc, je voulais parler un petit peu des compensations et des dyskinésies. Donc, on en a en chaîne ouverte et en chaîne fermée, évidemment. Et si, par exemple, on a un déficit de rotation externe parce que la partie antérieure est hypoextensible et bloquée, donc ça va entraîner dans ce mouvement des compensations sur la scapula. Donc, on va hyper solliciter la scapula, notamment en adduction. On va postérioriser le moignon. Donc, finalement, on ne travaille pas sur la gléno-humérale. On va utiliser une hyper-supination de l'avant-bras, une hyper-inclinaison radiale du poignet, et on va aller jusqu'à la colonne du pouce qui va s'ouvrir et se postérioriser. En chaîne fermée, c'est la même chose. Quelqu'un qui va avoir une limitation d'ouverture, imaginons un pianiste qui essaie d'aller toucher les touches extrêmes du piano, il va être obligé de compenser en faisant un enroulement de la scapula, une antériorisation du moignon, une ouverture de l'angle scapulo-huméral avec une rotation médiale. Et ça, c'est également tout le problème des scrétères et des... Excusez-moi, hop. Voilà, je reviens sur... Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas trop vite. Ouais, non, mais je ne suis pas dans le bon sens, surtout. Hop. Voilà, j'en étais là. Excuse-moi. Voilà. Et donc, du coup, comment ça va augmenter le conflit, enfin la douleur de l'épaule, en tout cas. Voilà. Donc, il faut penser à la chaîne ouverte et à la chaîne fermée. Donc, dans la thérapie manuelle, donc, il faut travailler évidemment sur tous les tissus. On voit les adhérences qu'il peut y avoir sur la peau et sur les aponevroses. Donc ça, c'est entre les fascias, c'est ça Oui, là, à c'est... gauche, on voit la tête humérale, c'est ça Non, en dessous, c'est le deltoïde. La partie, celle de gauche, c'est la partie supérieure de l'épaule. Oui, voilà. On a décollé le deltoïde, la peau sur le deltoïde. Okay. Voilà. Et à droite, c'est au niveau de l'avant-bras, où on voit les aponevroses des muscles, donc, qui ont besoin d'être évidemment libérés aussi. Voilà. Donc, au niveau de la ceinture scapulaire, du coup, on va pouvoir aller la libérer plus qu'ils ne peuvent le faire en actif. Voilà. Et en même temps, on va libérer les tensions tout autour de la scapula, en avant, en arrière, et on libère en même temps l'articulaire. Parce que souvent, ils ont des scapulas qui sont extrêmement adhérentes, et du coup, ça bloque une grosse partie du mouvement, et ça va entraîner un arrêt rapide au niveau de la gléno-humérale. Voilà. Donc, ensuite, là, j'ai mis une ou deux techniques de thérapie manuelle où donc je l'ai fait sur le patient et je l'ai fait au bloc. Donc, effectivement, au bloc, il est endormi, donc les muscles sont relâchés, mais il reste quand même une tension musculaire de base, même endormie. Et on voit l'effet qu'on a quand même sur l'articulation et sur les étirements musculaires et tissulaires. Donc, un patient qui n'arrive pas à décoapter du tout passivement l'épaule va avoir du mal en actif à recréer ces mouvements-là. Donc là, j'ai fait une des techniques, mais il y en a beaucoup sur la libération articulaire.
Et là, par exemple, je vous présente la technique de recentrage antéro-supérieur, donc où je vais postérioriser la tête. Donc effectivement, c'est passif, mais après, ils le font également en actif pour recentrer activement la tête humérale sous la voûte. Voilà, et on voit là encore une fois le travail qui est fait sur l'articulation. Donc là, on voit que la tête humérale a besoin d'être libre pour faire tous ces mouvements indispensables à la mobilité de l'épaule. Et là, donc, j'ai travaillé par l'intermédiaire du coude au niveau du biceps et du triceps. On voit sur l'image d'arthroscopie le tendon du biceps qui doit coulisser et ne pas être adhérent à la partie supérieure de la coiffe. C'est très important qu'il puisse bouger au niveau de l'articulation. Parce que c'est quand même une pathologie qui est très embêtante sur l'épaule. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau des deux muscles biarticulaires. Voilà. Là, donc, c'est sur une dissection. On va aller travailler et on voit le travail qu'on peut faire sur les membranes, la membrane interosseuse. Donc, on va aller sur chaque articulation, essayer de libérer tout le membre supérieur pour que les tensions et les blocages ne reviennent pas d'une extrémité à l'autre de la main vers l'épaule. Voilà. Et après, évidemment, il y a le recentrage actif, dont tu vas nous parler, hein, pour retrouver ces équilibres musculaires. Et évidemment, hein, la posture, les étirements, le schéma moteur, le geste professionnel, le geste sportif. Moi, je travaille pas mal aussi avec les musiciens, donc les gestes, il faut retravailler et réintégrer tous ces gestes. Voilà. J'ai fini. Merci Corinne. Alors, Mathieu? oui. Oui. Tu voulais enchaîner? Comment je fais pour enlever le arrêter? Voilà, ça y est. Du coup, pour rebondir un petit peu, donc c'est joli, les photos sont belles, hein, c'était top. Après, voilà, on a un petit peu des visions, on va dire, différentes du travail. Je passe beaucoup moins de temps et je traite certains patients même sans thérapie manuelle à l'heure actuelle. Pour te dire quand même, moi, je passe beaucoup de temps sur la thérapie manuelle puisque tous ceux que j'ai, c'est des échecs de rééducation active. Et ouais. Pas parce qu'il y en a qui n'ont pas ce problème et je ne les verrai jamais, ces patients-là. Et ouais. C'est-à-dire que s'il y a une articulation qui est bloquée, hein, par exemple sur une chute ou quelque chose comme ça, si tu ne réaxes pas le membre supérieur et tu ne réharmonises pas l'articulation, c'est très difficile de faire de l'actif, je pense. Voilà. Après, on n'a peut-être pas les mêmes... Non. Après, la finalité, c'est que le patient aille mieux. Oui, on peut y arriver par différents chemins, différentes manières. Du coup, Mathieu, tu nous parles un petit peu de l'actif, de l'excentrique, concentrique. Ouais, j'en parle un petit peu. Donc, je vais juste rebondir un petit peu sur le diagnostic différentiel. C'est vrai que je pense que c'est la pathologie, entre guillemets, la plus fréquente au niveau des épaules. Je suis pas sûr que tous les gens qui sont étiquetés conflits ou douleurs sous-acromiales, ce soit toujours des problèmes, on va dire, sous-acromiales. En fait, c'est un diagnostic qui est assez simple pour les médecins. On n'a pas les mêmes tests, hein. C'est-à-dire que tu as mal à l'épaule, tu as un arc douloureux, tu passes une échographie, tu as une bursite, tu as une tendinopathie, allez hop, tu es étiqueté diagnostic sous-acromial. Attention, je pense, à avoir cette sensibilité et aller rechercher dans votre bilan, essayer d'exclure des pathologies cervicales. On ne peut pas parler de tout ce soir, hein, mais on sait très bien que les deux sont intriqués. On peut avoir des problèmes aussi au niveau cervical. Et après aussi, tout ce qui est pathologie, on en voit de plus en plus vasculaire et ou neurologique. Et quelquefois, on se fait piéger, hein, franchement, qui ont un tableau clinique, des signes cliniques qui se rapprochent vraiment de ce qu'on peut retrouver dans un syndrome sous-acromial. Voilà, ça c'était un petit peu pour la partie diagnostic différentiel. Après, dans le traitement qui est, on va dire, la partie un petit peu plus active,
C'est maintenant, moi, j'utilise beaucoup tout ce qui est un petit peu, donc, à travers mon bilan, modification de symptômes. Donc, c'est comment essayer un peu d'améliorer les patients. Donc, soit à travers, on va dire, en diminuant le bras de levier, en essayant d'avoir plutôt une réponse qui est fonctionnelle. Est-ce que le patient, souvent, il vient, il va avoir une plainte qui est douloureuse. Je pense qu'en kiné, on n'est peut-être pas les meilleurs au niveau de la prise en charge de la douleur, au moins sur le court terme, sur le moyen et long terme peut-être. Et après, bah voilà, moi, le but, c'est que mon patient, même s'il a une bursite, là, j'ai eu un patient, il vient avec son échographie bursite, mais il va très bien. Il y a là, nous, les sportifs, si on leur faisait tous des imageries, ils ont tous des problèmes. Donc voilà, je pense que moi, je me concentre plus, on va dire, sur les plaintes fonctionnelles. Après, dans le sport de haut niveau, une douleur, elle peut aussi interférer, tu peux avoir une mauvaise cinématique, donc ça peut être intéressant aussi de le prendre en considération. Et à partir de là, en fait, je vais essayer en modifiant pardon, soit les symptômes, donc en travaillant soit sur la scapula, en travaillant soit sur, on va dire, la coiffe, donc une coiffe inhibée, souvent une coiffe postérieure, soit en essayant de rajouter des exercices de chaîne cinétique. Voilà, essayer soit le placement de la tête humérale, essayer de voir un petit peu ce qui les améliore. Et après, bah, pour moi, ça représente un peu ma porte d'entrée en rééducation. Et j'aime bien cette image parce que jusqu'à là, on était dans le box et après, on passe dans la salle kiné et on va pouvoir introduire des exercices de renforcement. Je pense qu'il faut rassurer un peu tous les étudiants. À l'heure actuelle, l'exercice est hyper intéressant. Les gens sont sédentaires. Par contre, attention, l'épaule, c'est dangereux pour moi parce que c'est une épaule qui est hyper réactive. Un genou, tu le fais travailler, ouais, le mec, il en a trop fait, ça va gonfler. Une épaule, et bah, le problème, le gars, ça va le réveiller la nuit. Donc, attendez, il y a une réponse un petit peu pendant les exercices. Donc, la douleur peut augmenter. Voilà, dans la littérature, c'est jusqu'à 4, 5 maxi. Mais surtout, je pense que nous, il faut voir un peu les réactions de votre patient et le voir sur la nuit qui suit, le lendemain, si on n'a pas été plus irritable. Et à partir de là, après, bah, il va falloir essayer de renforcer. Je pense que chez tout le monde, on est tous déficitaires au niveau du plan postérieur, de la coiffe postérieure. Mais ça va être à nous d'aller cibler, hein. Et après, pour répondre un peu à la question de Julien, quel mode de contraction? Ça dépend de ce qu'on va retrouver dans notre bilan, ça dépend de ce qu'on va vouloir essayer de travailler. Attention, l'excentrique, c'est peut-être le mode de contraction qui finalement est le plus intéressant, mais qui est peut-être entre guillemets le plus irritable. Donc attention, pour moi, bah, le statique, l'isométrique a une place intéressante parce qu'il va y avoir aussi un effet antalgique. Et après, à vous d'aller chercher et de voir un petit peu la réaction de vos patients. Et pareil pour la remise en charge progressive, hein, petit à petit. Le but, c'est pas que le patient il vienne et qu'il fasse les mêmes exercices toute la rééducation. À un moment donné, il y a une progression, il retrouve de la confiance, il se refait des expériences positives et on se rapprochera progressivement un peu de ses demandes, soit à travers son métier, soit ses demandes, ses exigences sportives. Donc après, je pense que c'est aussi honnête de notre part de parler des échecs, parce que moi j'ai des échecs, donc soit c'est des patients, peut-être que ce que je vais leur proposer, ça va pas leur correspondre, ou alors on peut parler d'échecs sur un traitement bien conduit. Et ça aussi, je pense que c'est intéressant en kiné, parce qu'à un moment donné, si tu penses avoir bien fait les choses, que ton patient il bosse, a déjà passé 3 mois, que c'est bien fait, bah, peut-être qu'on parle d'échec. Donc à ce moment-là, on peut se faire aider d'une infiltration, on peut rediriger au niveau médical. Et à partir de Donc là, on quand va tu essayer parles de travailler. d'échec, toi, Mathieu? C'est quand que tu décides que Bah, pour essayer de pas trop dire de conneries, moi je me base un peu sur la littérature, pour c'est pas faire trois perdre mois, de temps aux mais patients? Ouais. ouais, après la littérature, attention, faut pondérer un petit peu. Moi, je pense déjà quand on a fait un mois et demi, qu'il n'y a pas d'amélioration, que je sens que soit c'est un diagnostic différentiel, soit quelquefois j'ai des épaules qui sont trop irritables. À ce moment-là, voilà, au bout d'un mois et demi, 2 mois, je perds pas de temps et je redirige ou j'en discute avec un collègue médecin et ou chirurgien s'il y a besoin. Après, la chirurgie dans le conflit sous-acromial, je vous expliquais un petit peu en faisant l'historique, elle doit plus être proposée d'emblée et à tous les patients, mais voilà, l'intérêt en cas d'échec, ça peut être intéressant. Mais après une rééducation bien menée, et on va dire après échec d'infiltration et ou de traitement antalgique, et ça doit arriver plutôt en fin de processus. Je sais pas ce que tu en penses, Corinne. Oui, tout à fait. Bon, déjà, un chirurgien n'a pas le droit d'opérer s'il n'y a pas eu déjà 20 séances au moins de rééducation, hein, puisque
il faut absolument faire le traitement médical avant le choix de l'intervention. Après l'intervention, moi, mon expérience, c'est que les gens qui se font opérer d'une rupture de coiffe transfixiante ont des meilleurs résultats que les gens qui n'ont pas de lésion de la coiffe, juste un conflit sous-acromial. Enfin, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça, en tout cas. Et du coup, le résultat est moins bon après l'intervention, parce que c'est des gens qui ont des... Je te coupe juste, là, j'ai une série, moi, pour aller un peu dans ton sens, de à peu près une cinquantaine de patients qu'on a séparés en deux, et on va dire 20-25 qui ont acromioplastie isolée sans, comme tu dis, sans atteinte tendineuse, et un groupe où il y a eu acromioplastie et réparation de coiffe. Et en effet, ceux qui ont réparation de coiffe vont bien, et ceux qui ont juste une acromioplastie isolée, c'est pas toujours top. Donc c'est là où moi je me dis peut-être que c'est d'autres diagnostics. Hein. Ouais. Mais il y a ça, et puis je pense que la douleur chronique qu'ils ont depuis certainement plus longtemps que ceux qui ont des réelles ruptures de coiffe transfixiantes sont beaucoup plus difficiles à traiter parce que la douleur, elle est ancrée, et tout ce qu'on fait finalement restimule cette douleur. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on a beaucoup plus de mal avec les gens qui n'ont pas de réelle rupture de la coiffe finalement. Donc moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Après, effectivement, dans les diagnostics différentiels, on a de plus en plus, et ça, c'est très peu diagnostiqué, les compressions du nerf supra-épineux au niveau de l'épine, enfin de l'échancrure, au niveau de la scapula. C'est le nerf qui va donc innerver le supraépineux et l'infraépineux, qui est comprimé par un nodule avec un déficit électif de ces deux muscles et une douleur sur la face postérieure de la coiffe. Moi, j'en ai beaucoup qui ont cette pathologie. Et finalement, on a beau travailler, moi, la thérapie manuelle, et vous, tout ce qui est travail musculaire, il y aura toujours ce déséquilibre, et du coup, le résultat sera jamais acquis. Donc, ces patients-là, effectivement, on a intérêt à les rediriger vers le médecin pour peut-être faire un électromyogramme, et là, ils font juste une ablation du nodule, et le patient, finalement, il guérit, puisque le problème va être réglé rapidement. Voilà. Ce diagnostic, nous, souvent, chez les sportifs, il se fait assez rapidement. Et il y a de nombreux cas, notamment au volley, parce qu'en fait, tu vas avoir une perte fonctionnelle, ils n'arrivent plus à servir, ou ils sont moins précis. Et en fait, ça se fait assez rapidement, notamment avec un EMG. Et à ce moment-là, bah, voilà, tu te rends compte que dans l'échancrure spinoglénoïdienne, il y a un conflit, ils opèrent, ils libèrent. Et c'est vrai que moins vite. Cabinet, on n'y pense pas souvent pour les patients. Et finalement, il y en a pas mal qui ont ce problème-là. On n'y pense pas, et je pense qu'à partir du moment où tu vas avoir des atteintes fonctionnelles, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, à part sur un étirement, on va dire entre guillemets du nerf, mais ça se met en place progressivement, et les gens mettent en place aussi des adaptations. Donc à partir du moment où ils commencent à se plaindre, c'est que ça fait un moment que c'est en place, et c'est même compliqué à aller opérer parce que tu as une telle amyotrophie derrière, et quelquefois des involutions graisseuses. Et ben, ça sert pas grand-chose, malheureusement. Tu récupères un statut musculaire qui est pas terrible. Hein. Je vous coupe 2 secondes. Lucille nous demande qu'est-ce qui créerait ces nodules. Je réponds. Oui, je veux bien, oui. Et ben, du coup, dans la partie un petit peu sportive, ça va être soit les mouvements répétés, soit après, tu peux, donc on va dire répétition des mouvements qui peuvent créer une inflammation avec un épaississement, notamment dans cette échancrure. Ou soit ça peut être comme un canal carpien, en fait, tu as une compression autour d'un tendon qui s'épaissit, un tendon qui fait un effort, bah, il s'épaissit naturellement, et tu as un petit peu moins de place, donc tu vas avoir une compression. Après, au niveau, si on n'est plus dans le sport de haut niveau, entre guillemets, tu peux avoir le même phénomène. Donc ça peut être soit on va dire une tâche à travers ton travail, un mouvement répété, ou des cas un petit peu moins marrants aussi, c'est tout ce qui est tumoral. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié certains points. Okay, donc oui, ça, ce serait, c'est vrai que c'est des diagnostics différentiels qui sont intéressants à repérer pour
pour essayer de réagir vite, comme l'étirement du nerf thoracique long, qui va entraîner souvent un déficit du dentelé et entraîner donc un déséquilibre évidemment de l'épaule par un manque de stabilité de la scapula. Et ça, c'est embêtant aussi, puisque du coup, j'ai eu, moi, des sportifs, notamment, qui avaient eu ça, qui n'était passé inaperçu. Et ils ont eu un conflit de la coiffe parce que l'omoplate n'était pas stabilisée complètement, juste les fixateurs d'omoplate. Et du coup, ça créait ce conflit sous-acromial. Et surtout, là, la thérapie manuelle a été intéressante parce qu'il fallait libérer la partie postérieure de l'épaule qui s'était fixée et rétractée. Et du coup, à chaque mouvement, l'omoplate restait solidaire de la gléno-humérale. Et du coup, là, si on ne libère pas, c'est sûr que... Voilà. Donc, je ne sais Alors, pas si toi, tu as des... J'ai eu 2 cas récemment. Donc, un patient, donc un tennisman, donc lui, il venait pour un syndrome sous-acromial. Et en fait, c'était, voilà, comme tu dis, une atteinte du nerf long thoracique avec paralysie du dentelé. Et en fait, voilà, il est compensé et du coup, il avait créé une inflammation un peu de ses structures sous-acromiales. Et donc, lui, je l'ai redirigé par contre pour faire un EMG, voilà, pour faire tous les examens médicaux. Et après, le deuxième, c'est un nageur. Donc, lui, tout a été bien fait, hein. Il a eu paralysie. Enfin, ça a été mis en évidence par le médecin, suivi EMG. Et en fait, ça met du temps. Donc là, nous, on est là pour accompagner, éviter qu'il y ait des adaptations et attendre que ça repousse dans on va dire, dans la meilleure configuration possible. Et ce qui est marrant des moments kinés, c'est qu'on n'explique pas tous. Le nageur, je crois qu'il a battu tous ses records au championnat de France, quoi. Ouais. Et il n'a pas de dentelé. Après, Oui, voilà, mais il fait plutôt du sprint. d'omoplate et Ouais, il est hyper. avec le trapèze aussi inférieur, qui est un muscle Ouais, important. voilà, il a mis en place des compensations, là, j'imagine, hein, mais il nous a pas attendu pour ça. Mais je trouve ça marrant. Mais en plus, c'est un mec qui est en fac de STAPS et qui se débrouille plutôt bien. Il a su gérer. Puis après, nous, on lui a amené quelques petits tips, des petites choses, mais c'était top. tout à l'heure, Mathieu, tu nous parlais de modèle biopsychosocial. Je trouve ça intéressant, c'est un peu à la mode là. Tu peux nous en parler un petit peu pour ceux qui connaissent pas trop et quelle influence ça peut avoir justement dans ta prise en charge, quelle place tu mets là, dans cette partie-là. Euh, Ouais, donc après, voilà, c'est un peu on va dire, au niveau EBP. Maintenant, tout ce qu'on fait, ça doit être plus ou moins un peu. J'aime pas dire. Enfin, je veux pas en fait que nous, à l'école, entre guillemets, on nous a appris des protocoles. Il faut sortir de ces protocoles. Et je veux pas que le BP devienne un protocole. C'est pas parce que tu as vu ça dans la science. Donc, je pense que ça doit par contre encadrer un peu notre prise en charge. Donc, il faut se faire guider par voilà, ce qui est validé dans la littérature. Attention, on peut faire dire tout et n'importe quoi dans la littérature. Donc, il faut aussi avoir cet esprit critique. Et notamment, voilà, il va falloir essayer de prendre l'individu dans sa globalité, hein. Donc il y a des articles qui sortent. Là, il y en a un qui était sur le sommeil. Et j'ai une dame, moi, qui venait, un peu comme tu dis, Corinne, en échec. Quand on fait beaucoup, on a entre guillemets une spécialité. On reçoit aussi pas mal d'échecs thérapeutiques. Donc elle avait fait, je crois que c'était une dizaine de kinés depuis pratiquement 10 ans, dont des potes à moi qui bossent très bien. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, le problème, c'est peut-être pas les kinés et c'est peut-être elle. Et en fait, en poussant un peu le truc un peu plus loin, elle dormait 3 heures par nuit. Ça, voilà, dans les facteurs de risque de développer un syndrome sous-acromial, et voilà, dans ta prise en charge vraiment, on va dire, biopsychosociale, ou on peut appeler ça global, ça peut être intéressant. Donc elle a été mise sous somnifère. Ça n'a pas réglé tout le problème, mais très honnêtement, elle est revenue déjà avec le sourire. Elle était bien moins irritable. Et on a pu petit à petit introduire de la thérapie manuelle parce que du coup, elle a perdu confiance dans son épaule et progressivement la remettre aux exos. Et maintenant, elle fait même du badminton alors qu'elle n'avait jamais fait de sport. Donc tu vois, c'est des bons exemples, hein, Mais quand c'est vrai on... que l'épaule, c'est une zone qui est quand même très très proche du cerveau. Les gens qui sont stressés, les chocs émotionnels, il faut creuser dans le bilan dès la première séance, savoir ce qui s'est passé avant, parce que c'est sûr que le traitement, qu'il soit actif ou passif, si on ne résout pas un petit peu l'ensemble, c'est pas suffisant.
Moi, j'ai eu récemment là une femme qui avait des douleurs d'épaule suite à des violences conjugales. C'est pas l'épaule le problème, c'est clair. Ouais, Et on a c'est beaucoup une de patients somatisation. qui sont comme ça, hein, on le sait. Mm. Des gens qui veulent plus aller travailler, tout ça. Et l'épaule, c'est un petit peu comme le dos à l'époque. C'est très difficile de faire un bilan, d'autant plus que les imageries, tu en as parlé tout à l'heure, ça reflète pas du tout les douleurs de l'épaule du patient. Il y a des gens, ils ont rien aux imageries et ils ont des douleurs épouvantables, et d'autres, ils ont des grosses calcifications, des imageries très impressionnantes, et ils ont aucune douleur de l'épaule. Donc c'est Très honnêtement, hein, je te coupe, les imageries, parfois, elles nous desservent, hein. Donc, un peu dans tout ce qu'on appelle les drapeaux jaunes ou nocebo, parce que ton patient, il arrive, j'ai une rupture, j'ai ça. Moi, je leur dis, ouais, mais est-ce que vous arrivez à lever le bras? Est-ce que vous arrivez à faire votre sport? Donc, quelquefois, elles nous desservent, mais par contre, quelquefois, elles sont indispensables. C'est-à-dire que Oui. moi, celui qui vient, qui a un traumatisme et qui est tombé, ou qui a été contré, ou je sais, n'importe quel traumatisme, je pense qu'il faut qu'il ait une imagerie. C'est indispensable. Et c'est une manière aussi de nous protéger, hein. Parce que si on commence à aller mettre en place une stratégie rééducative et que le mec, il a des atteintes traumatiques, c'est plutôt à nous de le rediriger à ce moment-là vers un confrère médecin et ou chirurgien. Mais c'était dans le psychosocial, c'est pour dire que finalement, il y en a qui ont rien sur les imageries et qui ont des douleurs épouvantables. C'est sûr qu'il faut chercher un petit peu d'où peut venir le problème. Après, ouais, donc, au niveau un peu BP, il y a la partie, on va dire, scientifique, les articles, donc ce qui est validé dans la littérature. Ensuite, il y a votre patient et ensuite, il y a vous aussi. C'est ce trépied, hein. C'est-à-dire que tu prenais l'image du trépied de la table, mais c'est le même trépied. C'est-à-dire que moi, si je fais de la thérapie manuelle à un de mes patients, je serais moins fort que Corinne. Après, mon patient, est-ce qu'il va être demandeur de thérapie manuelle? Si oui, peut-être que je vais le mettre en place. Sinon, qu'il est plus dans l'actif. Voilà. Basez-vous aussi sur vos sensibilités, basez-vous sur les formations que vous avez fait, les choses que vous maîtrisez. Vous ayez confiance en vous aussi, hein. Donc, c'est la littérature, ce qui est validé, le patient, les atteintes un petit peu du patient, et après, aussi ce que vous maîtrisez, qui doit être encadré aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des dérives. Là, on voit un peu même en kiné, maintenant, il y a des choses, ça part un peu dans tous les sens, mais ça commence à être encadré par l'ordre. Mais voilà, je pense, voilà, si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, il peut y avoir des manières un peu différentes de travailler, mais voilà, si la finalité est la même, c'est bien. Mathieu, On bosse pas Corinne, tous pareil je aussi. vais essayer de donner la parole peut-être à des gens qui nous écoutent, s'il y a des questions. Ouais. Je pense qu'on va arriver vers la fin là, du webinaire, donc on peut rebondir sur des questions des participants. Alors, soit vous me posez une question sur le chat, ou sinon celui qui allume son micro et qui pose une question, ça peut marcher aussi. Alors, soyez pas timide, hein, si... Alors, il n'y a que Lucille qui avait des questions. Bon. Vous voulez rajouter quelque chose, Corinne, Mathieu? Non, je pense que On a un peu fait le tour après. ce qu'on a parlé, Mathieu et moi, c'est un bon ensemble de tout ce qu'on peut faire sur ces pathologies d'épaule qui posent quand même des problèmes, parce que effectivement, souvent les gens traînent avec ça pendant des mois, et c'est pas toujours facile de les traiter. Moi, quand je reçois en formation des kinésithérapeutes, c'est la première chose qu'ils me disent. Ils savent pas trop quoi faire sur une épaule, et ils n'ont pas les résultats qu'ils souhaiteraient. Et du coup, c'est des traitements souvent longs, et c'est pas simple quand on est soignant de pas obtenir rapidement ce qu'on cherche, quoi. Donc voilà, il faut, comme a dit Mathieu tout à l'heure, il faut se faire confiance, et il faut utiliser tous les outils que vous avez pour essayer Oui, c'est une de traiter. articulation,
C'est une Et- articulation complexe, sensible aussi. Oui, tout à fait. Mm. Et comme a dit Mathieu, et c'est vrai, elle est très susceptible, c'est-à-dire Susceptible, elle voilà. admet très très peu de choses. Mm. Il suffit même de faire des exercices simples de posture. Ça peut augmenter les douleurs et surtout les douleurs la nuit. Le problème de l'épaule, c'est que les gens, on ne voit pas qu'ils ont des douleurs. Souvent, ils sont mal ressentis au travail, alors qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs bras. Souvent, ils dorment pas la nuit. Donc, Moi, j'ai été opérée d'une épaule, donc je sais ce que c'est. Et c'est pas simple parce que c'est pas comme quand on boite et qu'on a une canne. C'est très compliqué pour les gens qui ont cette pathologie de, de vivre ça vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leur travail, vis-à-vis de leur famille. Voilà. Il y a une question piège, hein, je crois que je vais laisser répondre Corinne sur la Ah, technique CGE. la technique CGE. Mm. Bon, alors, la technique CGE, c'est un petit peu aussi sur le recentrage articulaire. En fait, celui qui a travaillé sur la réharmonisation articulaire et qui disait que la réharmonisation articulaire permettait la libération des tensions musculaires et vice-versa, c'est Raymond Soyer, qui est donc c'était un kinésithérapeute belge, je crois, qui avait développé cette technique et cette façon de travailler. Donc, moi, j'avais fait le stage de Thierry Marc, puisque c'est Thierry Marc qui avait développé le CGE. C'est inspiré des techniques de Raymond Soyer. Et c'est un petit peu ce que moi, j'ai développé. Mais je suis allée peut-être encore un petit peu plus loin, puisque moi, je travaille sur tout le membre supérieur maintenant. Je vais aller libérer la colonne du pouce pour aller libérer la chaîne antérieure, donc musculaire et articulaire. Souvent, ça me permet de libérer l'épaule sans y toucher, en fait. Donc, en travaillant à distance. Donc, voilà, c'est en travaillant sur certains déséquilibres, notamment les décentrages. Je sais qu'on n'aime pas trop ce terme, mais c'est en tout cas ce que fait Thierry Marc dans cette technique de CGE. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense, oui. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Mathieu, tu arrives à lire la question, non? Utilises-tu les modifications de symptômes avec des résistances manuelles et des bandes élastiques pendant les exercices actifs? Peux-tu expliquer un peu plus ces techniques? Ouais, après, c'est. En fait, pour essayer de vous le résumer, parce que vous pourrez d'ailleurs retrouver, il y a un article que j'avais fait sur les modifications de symptômes. Je pense qu'il est en lecture libre sur le site de SSK. Et j'en profite aussi là à la fin. On vous mettra aussi un petit peu de la biblio et un ou deux articles. Donc pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, parce on pourrait vous en parler toute la soirée, je pense, avec Corinne. Ouais. Mais vous allez avoir envie de manger ou d'aller vous coucher. Donc ouais, pour répondre à la question, la modification de symptômes, ça a été décrit par Jérémy Lewis en premier, je crois. Il y a peut-être eu d'autres auteurs ensuite qui l'ont repris, Joe Gibson, voilà, des physios anglo-saxons. Et en fait, le but, c'est de répondre à la plainte de ton patient. Donc un patient qui a du mal à lever le bras. Donc lui, il va venir, il va te dire j'ai mal et j'arrive pas à lever le bras. Toi, tu vas essayer à travers un peu des bras de levier au niveau de l'épaule, donc que ce soit le placement de ton omoplate, le placement de la tête humérale, aller, on va dire, faciliter le travail de la coiffe ou stimuler une coiffe. Après, au niveau du rachis cervical, notamment avec les mouvements de protraction. Et après, ou utiliser la chaîne cinétique et voir si tu améliores un peu la plainte fonctionnelle de ton patient. Donc voilà, si je sais pas, en faisant ce qu'on appelle le scapular resistance test, ça veut dire si tu viens plaquer ta scapula et que ton patient il arrive à lever le bras un petit peu plus facilement, voilà, ça va représenter un peu ta porte d'entrée. C'est quelque chose que tu vas devoir travailler. Il n'y aura pas que ça, mais ça permet déjà dans un premier temps, sur une première séance, de répondre à la demande de ton patient, parce que tous les tests qu'on fait en kiné, c'est des tests de reproduction de douleur la plupart du temps. Ton patient il a mal, qu'est-ce que tu fais? Première séance, tu lui fais mal. Donc le fait de finir par modification de symptômes, il voit que tu réponds à sa question, tu l'améliores, et ensuite c'est une porte d'entrée, voilà, pour aller sur de l'actif.
Donc c'est intéressant. Après, bah voilà, il y a des échecs aussi. J'ai souvent la question, donc je l'anticipe, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu n'arrives pas à modifier les symptômes? Et ben, on peut aussi faire de la rééducation entre guillemets classique, hein, et réessayer peut-être plus tard, ou des moments tu as plusieurs modifications de symptômes qui fonctionnent. Donc c'est à vous d'adapter. Malheureusement, c'est pas toujours du on-off. Ok, merci. Manuel, il me parle de neurodynamique et Kabat sur le conflit sous-acromial. Je commence sur le Kabat. Après, ben, le Kabat, en fait, peu. c'est tout simplement ce qu'on appelle PNF, facilitation neuromusculaire. Mm. Pour moi, c'est un mode de renforcement fonctionnel, entre guillemets. Donc oui, il y a des articles qui ont prouvé l'efficacité du Kabat comme d'autres exercices, hein. Donc si tu le maîtrises, si tu penses que c'est intéressant de le placer à ce moment-là, tu peux le placer à ce moment-là. Après, tout ce qui est neurodynamique, ça demande de faire un bon bilan. Et si tu as, si t'as une atteinte des grosses fibres, petites fibres, ça peut être intéressant de mettre en place des choses aussi au niveau neuro, sur tout ce qui est neurodynamique ou autre, hein. Corinne? Je relisais la question, c'était marqué OK. Kabat, oui, c'est un travail de reprise fonctionnelle aussi, hein, donc le fonctionnel, effectivement, il va falloir le retravailler, et le neurodynamique aussi, hein, dans les exercices. Après, si je peux me permettre, hein, mais je pense qu'on y a passé beaucoup de temps à l'école. Pas pour rien, mais on aurait peut-être pu voir autre chose aussi. Bon, après, ça permet d'évoluer et d'apprendre d'autres choses. Oui, ouais. C'est une base, c'est toujours Mm. pareil. C'est une base qu'on enseigne à l'école et c'est intéressant de la maîtriser. Ok. Bon, écoutez, je vais voir s'il y a encore une ou deux questions. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie de cette excellente intervention. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses aussi. C'était très bien. Je vais conclure ce webinaire. Je vous remercie à tous d'être venus ce soir, d'avoir attendu pour aller manger en famille. Merci Corinne, merci Mathieu. Vous, c'était c'était- un plaisir pour Ouais. moi, et de partager aussi avec Mathieu. C'est super, parce que je le connaissais, mais pas en visu. Voilà. Ouais. Ben, nous, on se croise, on va se croiser chez SSK peut-être bientôt. Oui, J'aurai le mais j'ai plaisir. pas mal de formations prévues. Ok. Voilà, Donc on se et je verra pense chez vous SSK. aussi. Voilà.